Grégory Rosenblatt est un professionnel à part dans le monde de la céramique. C'est d'abord un technicien, il nous le dira, et c'est un amoureux d'art, un amoureux de design. Grégory Rosenblatt, bonjour. Bonjour. Au travers de ce que je viens de dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous alliez à la fois la tradition, on est dans un pays de tradition de la céramique, et puis la modernité, comme avec cette bouteille à saké. Regardez, c'est splendide. Ah oui, c'est exact. On a la chance dans nos ateliers de maîtriser l'ensemble des métiers et des savoir-faire qui sont liés à la création et à la production d'objets en porcelaine. Donc on fait les modèles et les moules en plâtre, le travail de modelage, on fait le coulage de la barbotine, le coulage, la finition, l'émaillage en blanc, en bleu, comme pour ce petit flacon. On travaille le biscuit de porcelaine également, le décor et tous ces métiers, tous ces savoir-faire, on essaye de les mettre en œuvre en collaboration avec des créateurs, que ce soit des artistes, des designers, des architectes, et donc de pouvoir utiliser et valoriser nos métiers sur des créations contemporaines. Alors on a de la chance, on est à Limoges, alors forcément la céramique est au cœur de nos vies, bien évidemment, mais également au cœur de notre ville. Regardez. Donc il y aura 20 pièces quand tout sera terminé, et donc c'est 20 pièces qui sont chacune, donc qui forment dans leur ensemble un projet global, mais qui sont chacune presque un mini-projet. Et donc certaines, comme celle-ci, seront alors pas spectaculaires, mais disons très visibles, très affirmées, qui tranchent franchement avec l'environnement dans lequel elles seront installées. Et d'autres, en effet, qui seront plus discrètes, voire pour certaines même quasiment secrètes ou presque dissimulées. Et ce qui est intéressant, c'est pas de faire des choses qui soient cachées, mais c'est que dans un projet, il y a une forme de complexité qui aille de l'évidence à la singularité extrême. Finalement, ce qui porte ce projet-là, c'est pas tellement de faire des jolies sculptures qui vont décorer, mais c'est plutôt d'inciter le regard à se renouveler sur la ville, même quand on a l'impression de la connaître, d'y habiter depuis 10, 20, 30 ans, je sais pas, et de pouvoir malgré tout la redécouvrir alors qu'on la connaît. Alors moi j'ai de la chance, Grégory, parce que pour tout vous dire, je suis dans le quartier où tout ça a été installé, donc je le vois régulièrement en passant. J'imagine que pour quelqu'un comme vous, c'est un peu un accomplissement ce programme, parce que là, il y a eu la création, il y a eu la fabrication, et puis maintenant c'est entre les mains de tout le monde. C'est une grande chance, effectivement, d'avoir réalisé ce projet qui tient pour beaucoup à la façon dont l'appel d'offres initial avait été conçu et rédigé par la ville de Limoges, en fait, où il était question de jalonnement de façon très ouverte, en fait, ce qui a permis, en fait, aux deux architectes, designers avec lesquels on a travaillé de créer cette succession d'objets qui crée le parcours dans la ville et qui met la porcelaine au cœur de la ville. Alors c'est vrai que on les voit pas forcément tout de suite, et puis paf, on est en train de marcher, on est dans son quotidien, et là on voit qu'il y a quelque chose de différent, c'est superbe. On les découvre, ils sont insérés dans l'espace urbain, ils sont pas ajoutés, ils sont pas surimposés dans la ville, et c'est vraiment très astucieux la façon dont ils ont été créés et intégrés. Alors vous êtes un homme passionné, on va voir justement où vous amène votre passion au travers du prochain reportage. Je suis très heureux d'avoir participé à la création de ce vase, en fait, où on allie à la fois le bleu de four, qui est une couleur traditionnelle à Limoges, le biscuit, qui est également un savoir-faire compliqué, plus exigeant, parce que le moindre défaut, le moindre trace se voit tout de suite. Et on conjugue sur la même pièce les deux textures, les deux aspects qui se mettent en valeur avec le bleu brillant et le blanc mat. Nous avons récemment travaillé sur différents émaux de couleurs, sur des petits gobelets où nous avons émaillé l'intérieur, en fait, avec ici un blanc crème, ici un vert sapin, ou même un rouge. Alors le rouge est évidemment très complexe parce que s'il est trop cuit, il ressemble plus à du marron, et donc il y a des ajustements de température de cuisson qu'il faut réussir à faire avec beaucoup de justesse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez le sourire. Ça, c'est vraiment super. Moi, je voulais savoir ce qui vous motive vraiment. C'est la création, ce sont ces objets. Regardez, j'en ai encore là, on en a sur le plateau. C'est quoi? C'est le contact avec les designers. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? C'est l'ensemble de tous ces éléments qu'il faut réussir à conjuguer, à coordonner. Et c'est vrai qu'en étant au cœur de l'entreprise, qui est
très intéressant, c'est d'avoir ce contact commercial, effectivement, avec nos clients qui peuvent avoir ces idées dans des domaines très différents. On parle ici d'espace urbain ou de mobilier ou d'objets plus destinés à l'art de la table, de les mettre en œuvre ensuite en interne avec les bonnes personnes qui vont réussir à modeler, à couler, à réaliser les pièces et puis réussir à avoir l'ensemble des intervenants sur la chaîne de création et de production ensuite. En fait, vous êtes un assembleur, hein, vous êtes un peu un magicien parce qu'au départ, c'est pas votre univers, la porcelaine. Je suis ingénieur. Vous n'êtes pas un créateur au départ, c'est ça. Pas créateur. Je ne suis toujours pas créateur, ouais. En fait. Je n'ai pas franchi le pas et j'ai pas la compétence, en fait. Donc, non. En revanche, quelques prétentions sur la maîtrise des métiers et des savoir-faire et de réussir à les mettre en œuvre et de les mettre à disposition, justement, dans les mains des créateurs qui, eux, vont pouvoir dessiner les objets sur lesquels on va pouvoir travailler pour sortir des pièces extraordinaires. Vous donnez vie aux créateurs, à leur projet, au projet des créateurs. On va parler d'un autre sujet parce que lorsqu'on touche l'excellence, on a besoin d'avoir des collaborateurs qui font preuve d'excellence. Je vous propose de regarder encore un petit reportage et puis on revient sur justement la façon dont vous trouvez ces collaborateurs. Le diffuseur, en y allant tout doucement pour éviter les bulles d'air. Le temps, c'est 10 minutes de prise. Alors là, maintenant, on vide. Après 10 minutes de prise, on enlève le petit entonnoir. Alors là, c'est la finition. Donc c'est quand les pièces on sort du coulage et on séchait. Après, il faut faire l'étape de la finition pour vraiment enlever la couture du moule en fait. Et rendre la pièce sans défaut avant une cuisson en dégourdi. Donc on va défourner, on va voir si ces pièces-là sont bonnes pour être utilisées. Voilà, le flacon. Je vais visser maintenant le poussoir. Je vais faire sans le gant, c'est plus facile. Et donc, on a le flacon en position avec son support. Moi, ce que je retiens de ce reportage, c'est la délicatesse et forcément, il y a un véritable savoir-faire derrière. Les compétences pour continuer une activité comme la vôtre, c'est très important. Où est-ce que vous les trouvez, ces compétences? Alors, dans l'expérience et dans l'histoire de nos différents collègues, mais au-delà peut-être du geste et du métier en lui-même, évidemment, parce qu'il faut pouvoir le maîtriser pour réaliser ces objets là qui sont souvent très complexes. Ce qui importe beaucoup, c'est ce que j'appelle le goût du beau, c'est voir que l'objet il est réussi en fait, et ou qu'il faut passer 5 minutes de plus pour ébavurer, pour retirer une petite goutte, éviter la coulure derrière. Et dire que très souvent, les gens qui sont issus de la restauration, par exemple, ont cette attention, ont cette vision de ce que peut être un objet réussi ou qui a encore un petit défaut en encours. Et comme on fait des pièces complexes, autant passer quelques instants de plus pour le peaufiner et le réaliser. Donc il y a différentes métiers qui peuvent aussi être périphériques en fait. De compétences et de. J'aime beaucoup la restauration aussi parce que dans la restauration il y a pas de lien hiérarchique en fait entre le serveur et les cuisines en fait. Ensemble. On passe la commande et puis après quand la commande est prête, faut l'amener en salle et en fait il y a pas forcément de hiérarchie entre les différents postes. Les ateliers de porcelaine sont eux très hiérarchisés, c'est-à-dire que quand il y a un problème, faut que ça remonte au chef pour que ça redescende de l'autre côté. Et donc cette relation transversale, elle a énormément de valeur et les gens qui sont issus de la restauration ont un autre mode de fonctionnement qui permet de faire circuler l'information et de faire circuler les produits aussi de façon très fluide dans l'atelier. En quelques secondes, qu'est-ce qui fait que Grégory Rosenblatt se lève en ce moment le matin? C'est quoi le projet en cours? Les projets confidentiels. On est en train de travailler avec un ébéniste et on essaye de réaliser une console avec des pieds en porcelaine. Eh bien, vous savez quoi? On l'invitera pour la voir cette console et il nous parlera de sa console. Il peut pas en parler avant, il en parlera après. Allez, on passe à la seconde partie. On passe au côté face de Grégory Rosenblatt. Alors regardez, on va quitter une dernière fois. Regardez bien, tac, le bleu de four, c'est fini. On va parler street art maintenant. Vous allez nous parler de votre appétence pour le street art.
après le reportage. Comme un éléphant, le graffeur n'est a priori pas à sa place dans un magasin de porcelaine. J'espère que ça va rendre bien, ces petites grenouilles, ces petits champignons et mon collègue qui fait un grand chaman à côté, je pense que ça peut être sympa. Le porcelainier Grégory Rosenblatt aurait pu peindre les murs de sa nouvelle manufacture en blanc. Mais il est amateur de street art et ça change tout. Nous, on rêve en bleu de four, en fait. C'est une couleur, c'est un savoir-faire, c'est une partie de l'histoire de l'entreprise avec le projet de jalonnement notamment. Quand il s'agit de mettre en valeur un savoir-faire lié à du design, lié à de l'art, lié à quelque chose de contemporain, en fait, c'est assez naturel. 30 graffeurs venus des 6 coins du pays ont travaillé tout un week-end. C'est extrêmement rare. On avait déjà eu cette opportunité à Bordeaux avec un fabricant de papier peint. Je pensais que ça m'arriverait qu'une fois dans ma vie, mais l'histoire se répète. Et le mur totalement vierge, il va devenir ça. Il va devenir ça, alors avec des graphes disséminés un peu aux endroits stratégiques de la composition, avec différentes déjà matières. On va garder un petit peu de ça sur notre composition finale. Et puis au centre, donc une composition figurative, un petit peu de style science-fiction, qui est un univers qui nous parle bien. Et dans un peu plus d'un mois, le site prendra vie avec le déménagement de la chaîne de production. Le projet a déjà vu vie. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est c'est quoi le lien entre ce que vous faites tous les jours et le street art? C'est la création, c'est la collaboration avec les créateurs, c'est de mettre sur les murs l'état d'esprit avec lequel on travaille tous les jours. Et quelque part, indirectement, on met en avant aussi les savoir-faire. Parce que le coup de bombe sur le mur est évidemment différent du coup de pinceau sur une assiette, mais ça met en avant aussi les savoir-faire particuliers. Et le coup de bombe sur l'assiette, non? C'est pas d'actualité? C'est à venir. À venir. Il faudra qu'on s'y mette. Très bien. Pas d'autres projets dans ce sens? Là, on était sur la décoration des ateliers. Alors, on va continuer à travailler avec nos street artistes avec lesquels on a travaillé sur des pots à pharmacie en fait. D'accord. Où ils ont avec leur technique et leur méthode réalisé des créations sur des pots en fait de façon à continuer ces échanges et continuer de façon plus large la dynamique d'ouverture de nos métiers et de nos savoir-faire dans des domaines qui sont très différents de ceux traditionnels de la porcelaine. On le sent, vous êtes vraiment c'est pour ça que vous en avez parlé tout à l'heure dans la restauration, dans ce principe de complémentarité. C'est vraiment l'association des différentes compétences et des différents talents qui fait que le produit est beau. Et il faut qu'il soit beau. Pour qu'il soit nouveau et innovant, il faut aussi réussir à mélanger des ingrédients qui n'ont peut-être jamais été mis ensemble, et alors en espérant qu'on y arrive avec succès. Voilà. On en a fini pour aujourd'hui avec Grégory Rosenblatt. Si vous vous promenez dans Limoges, vous voyez des petits trucs bleus comme ça, vous penserez à lui, vous penserez à cette émission. Ciao.